Alors moi, j'ai fait mes études à l'école d'architecture de Lyon, et à une époque où il y avait les premiers chocs pétroliers. Donc la réponse de l'école d'architecture de Lyon, c'était quand même de répondre à ces chocs pétroliers. Donc la question de, comme on disait en France à l'époque, la chasse au gaspillage, on n'a pas de pétrole, on a des idées, ça a été pour moi essentiel pendant mes études. Donc on s'est intéressé à l'architecture solaire, dite bioclimatique de l'époque, aux charpentiers amateurs américains qui construisaient en balloon frame, etc. C'était passionnant. La deuxième chose extrêmement importante pour moi, ça a été que mes parents avaient une maison près de Lyon, qui était une maison qui n'avait pas l'eau courante, enfin pas l'eau de ville. Donc on avait un puits qui était à sec chaque été. Et donc on avait installé d'énormes citernes sous les descentes d'eau pluviale qui recueillaient toute l'eau de pluie. Et dans ces citernes, on prenait notre douche, c'était l'été qu'on manquait d'eau, avec du savon de Marseille. Ensuite, avec cette eau, on faisait la vaisselle avec du savon de Marseille, toujours mais coupé en copeaux. Et cette eau de vaisselle, on l'utilisait pour arroser les plantes. Donc il y avait un cycle de 3 phases d'utilisation de l'eau de pluie qui était formidable. Et moi, ça me paraissait évident. Quand je racontais ça à mes amis, ils disaient elle est complètement folle. Et je pense que ça m'a marqué, ça m'a profondément marqué dans mon histoire. Et puis, du coup, en sortant de l'école, j'ai gagné, avec mon associé de l'époque, le premier concours européen d'énergie solaire passive, qui était une espèce de maison autonome en matière énergétique. Il n'y avait pas de photovoltaïque, mais il y avait des panneaux chauds solaires, un mur trombe, enfin toute une série de dispositifs qui faisaient que cette maison était considérée comme économe. Et c'est grâce à ce concours que j'ai eu les albums de la jeune architecture en France qui m'ont permis d'accéder à la commande directement. Et ça m'a paru de manière totalement intégrée dans mon travail, que de me préoccuper de l'environnement et de me préoccuper aussi de l'usage que font les gens de leur environnement et de leur cadre bâti. Pendant toutes les années 90, j'ai surtout construit à l'étranger. Donc, bon, en France, je n'avais pas grand-chose à dire et surtout, je ne le disais pas, ou je le disais à des gens que je connaissais bien et qui riaient. Ils trouvaient ça... ils avaient beaucoup de tendresse pour ce que je racontais, mais je disais, mais elle rêve. Elle rêve, elle est angélique, comme a dit Rudy Ricciotti. Voilà, je rêvais. Voilà. Par rapport à beaucoup d'architectes en France qui travaillent sur un mode très esthétique et très esthétisant, moi je ne comprends pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette manière de faire une façade est comme une façade ouest, une façade nord comme une façade sud. C'est impensable pour moi, impensable. Donc je remets en question ces choses-là. Je ne comprends pas qu'on puisse faire des logements sans des grands balcons. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas des logements qui soient extrêmement... qui soient dans une grille de tramage, qui fasse que ce soit facilement occupable, que l'espace soit rentabilisé, qu'on puisse transformer le logement. Mais voilà, c'est ma culture à moi. Alors je suis aussi très, pas isolée dans cette culture, mais... je ne la partage pas forcément beaucoup avec beaucoup d'autres de mes confrères. Donc ce que je fais est forcément différent. Le Grenelle de l'environnement nous a apporté énormément de choses, hein. Surtout en matière énergétique. Ça a été quand même l'essentiel de l'apport du Grenelle. Et je pense qu'on est arrivé un peu au bout avec les technologies actuelles de l'utilisation de nouvelles technologies, de l'utilisation des photovoltaïques, etc. Par contre, il me semble que maintenant, ça serait vraiment important de lancer un deuxième Grenelle de l'environnement, mais qui serait spécifique à la question de la rénovation. Parce que avec les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, qui sont des bâtiments dits BBC, RT 2012, Passive House ou tout simplement passifs, c'est très bien, on fait des bâtiments qui sont très efficaces d'un point de vue énergétique. Mais ça ne suffit pas à résoudre le problème français qui est quand même fait de 96 à 97% de bâtiments qui sont des passoires énergétiques. Et là, il faudrait vraiment mettre en place un plan, on dit souvent un plan Marshall, pour la rénovation de ces bâtiments-là. Ça me semble évident. Et on pourrait en profiter aussi pour beaucoup plus développer la construction en bois. La construction en bois et en matériaux biosourcés.
Je pense qu'on est un pays où il y a tout ce qu'il faut pour construire de manière plus durable que ce qu'on construit aujourd'hui. Et on ne le fait pas toujours. Il y a eu le rejet de cette proposition de loi qui obligeait à avoir plus de bois dans la construction. Je pense que, bien, il faut vraiment prendre à bras-le-corps ce problème-là. On ne peut plus construire en béton comme on construisait avant. On ne peut plus construire en acier comme on construisait avant. Il faut réserver ces matériaux à des endroits où le bois n'est plus possible. Le bois ou le bambou ou la laine de chanvre ou la ouate de cellulose ou la paille ou tous ces éléments-là, bien sûr. Et je vois aujourd'hui quand même un certain nombre de grandes compagnies, de grandes sociétés qui s'intéressent particulièrement à la construction en bois. Je prends Bouygues Immobilier par exemple, Vinci, qui ont des filières qui construisent en bois. Pour les matériaux d'isolation, je pense qu'il faudrait faire la même chose. Il faudrait... mais tout ça, ça se fait forcément petit à petit. Mais il faut les encourager, ces gens-là. On a besoin de promoteurs qui construisent en bois et en matériaux biosourcés, de promoteurs bois-paille par exemple. Je pense que c'est indispensable. Mais je pense que c'est en train de venir en ce moment. Moi, je travaille pour certains de ces grands groupes avec lesquels j'avance sur le bois paille, sur le bois chanvre, sur plein de sujets comme ça, et pour des constructions tout à fait traditionnelles, et pas seulement de la maison individuelle, mais aussi du collectif. Je pense que tout ça, ça avance, ça va petit à petit, mais ça avance bien. Et ça avance bien en France par rapport à d'autres pays. Ça avance mieux en France, de ce point de vue-là, qu'en Allemagne, par exemple. Ah oui. Oui. Ou en Allemagne, on va construire de manière beaucoup plus traditionnelle, économe en énergie aussi, mais beaucoup plus traditionnelle, avec beaucoup d'acier, par exemple. Mais je pense que c'est aussi une culture du monde de la construction, une culture, y compris du monde financier de la construction, qui n'a rien à voir en Allemagne avec la France. Et je pense que la France peut se développer et s'exporter beaucoup à ce niveau-là, sûrement. Ce qu'on peut exporter, c'est sa pensée, c'est son approche des problèmes, c'est la manière de travailler avec ses maîtres d'ouvrage, la manière de concerter avec les habitants, la manière de comprendre leur mode de vie et de trouver des structures qui soient adaptées à leur mode de vie. Et puis, c'est l'ouverture sur différents types de matériaux pour construire. Construire en bois au Maroc, c'est bien entendu possible. Et d'un point de vue captage de carbone, d'un point de vue énergie grise, c'est bien meilleur, même si le matériau est importé. Que ce soit du bois qui vienne du Canada jusqu'à la France ou jusqu'au Maroc, c'est la même chose. C'est la même charge carbonée, donc ça n'a pas d'importance. Mais par contre, si on veut faire profiter la population locale de ce développement durable, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit l'activité locale qui en tire tous ses bénéfices, il faut construire avec les matériaux locaux. Et les matériaux locaux, c'est pas forcément du ciment. Voilà, ça peut être autre chose. Ça peut être du béton de fibre, ça peut être de la brique, ça peut être de l'adobe, ça peut être plein d'autres matériaux, ou de la paille, qui soient utilisés dans ces pays-là. Donc il faut, je ne crois pas que l'on puisse directement construire dans ces pays-là. Il faut d'abord rentrer dans cette culture, en comprendre tous les aboutissements, s'immerger dans cette culture, pour ensuite proposer un nouveau processus de conception. Je crois que c'est possible, mais je crois que le meilleur à faire, ce serait de le faire avec des Marocains, par exemple, de travailler avec eux, pour leur transmettre notre processus de pensée et qu'eux puissent faire avec leur technique locale sur place, travailler vraiment en partnership, en partenariat ensemble.